Imaginez un instant que tout ce que vous pensez savoir soit faux. Votre nom, votre âge, les souvenirs qui composent votre vie, les personnes qui vous entourent, même ce que vous voyez en cet instant. Et si tout cela n'était qu'une immense illusion? Cette idée paraît absurde, pourtant, il y a plus de 400 ans, un homme décida de considérer sa vie entière à cette question. Non pas pour devenir célèbre, non pas pour entrer dans des livres d'histoire, mais parce qu'il refusait d'accepter une chose: vivre dans l'incertitude. Il voulait comprendre ce qui était vrai, comprendre ce qui était faux, et surtout comprendre comment distinguer les deux. Alors, il entreprit une expérience aussi fascinante que dangereuse. Il décida de remettre en doute absolument tout ce qu'il croyait savoir. Ses connaissances, ses certitudes, ses croyances et même sa propre existence. Cet homme allait devenir l'un des penseurs les plus influents de l'histoire. L'homme qui doutait de tout. Je vous propose de découvrir l'histoire de celui que beaucoup considèrent comme le père de la philosophie moderne. Je vous présente René Descartes. Between the wound and the dawn. Oh, loom and lead me on. Break the seal, break the seal. We are dust and fire. We are dust and fire. Chapitre 1. L'enfant fragile. Le 31 mars 1596, dans une petite commune française nommée La Haye, en Touraine, naît un garçon qui marquera profondément l'histoire. Son nom, René Descartes. Mais, à cet instant, rien ne laisse présager le destin extraordinaire qui l'attend. Sa famille appartient à la petite noblesse française. Son père, Joachim Descartes, est magistrat au Parlement de Bretagne. Sa mère, Jeanne Brochard, est issue d'une famille respectée de la région. René est leur troisième et dernier enfant. Avant lui, il y avait eu Jeanne Descartes, sa sœur aînée, et Pierre Descartes, son frère aîné. Malheureusement, le bonheur est de courte durée. Quelques mois après sa naissance, sa mère tombe gravement malade. Le 13 mai 1597, alors que René n'est âgé que d'1 an, elle décède. Le jeune garçon grandira donc sans véritable souvenir de celle qui lui a donné la vie. Cette disparition marque le début d'une enfance difficile. Très tôt, René apparaît comme un enfant fragile, souvent malade, faible physiquement. À une époque où la médecine est encore loin de celle que nous connaissons aujourd'hui, beaucoup craignent qu'il ne survive pas jusqu'à l'âge adulte. Pourtant, cette faiblesse va indirectement façonner sa vie. Parce que sa santé est jugée délicate, on lui accorde davantage de repos que les autres enfants. Là où beaucoup passent leur journée à courir et à jouer, René passe de longues heures dans le calme, à observer, à réfléchir, à s'interroger. Personne ne le sait encore, mais ces moments de solitude sont en train de forger l'esprit qui bouleversera un jour notre manière de penser. Les années passent, contre toute attente, l'enfant fragile survit. Et peu à peu, il grandit. Un esprit curieux commence à émerger derrière cette apparence frêle. Un esprit qui ne se contente pas d'accepter les choses telles qu'elles sont. Un esprit qui veut comprendre. Comprendre le monde, comprendre les hommes, et surtout, comprendre pourquoi certaines choses paraissent vraies alors que d'autres semblent ne pas l'être. Chapitre 2. L'élève brillant. En 1607, à l'âge de 11 ans, René Descartes intègre le collège royal Henri IV de la Flèche. Fondé quelques années plus tôt par le roi Henri IV, l'établissement est considéré comme l'un des plus prestigieux de France. On y forme les futures élites du royaume. Les meilleurs professeurs y enseignent la philosophie, les mathématiques, les sciences, la littérature, les langues anciennes et la théologie. Pour le jeune René, c'est un véritable nouveau monde qui s'ouvre à lui. Grâce à sa santé fragile, il conserve un privilège inhabituel. Chaque matin, alors que les autres élèves se lèvent tôt, il est autorisé à rester davantage dans son lit. Une habitude qu'il conservera durant une grande partie de sa vie. Mais ne vous méprenez pas. Ces heures supplémentaires ne sont pas consacrées au repos. Elles sont consacrées à la réflexion. René observe, analyse, questionne et surtout apprend. Très rapidement, il se distingue par sa curiosité et son intelligence. Parmi toutes les disciplines enseignées, une attire particulièrement son attention. Les mathématiques. Contrairement aux autres matières, elles lui semblent reposer sur des règles claires et de la démonstration rigoureuse. 2 et 2 feront toujours 4. Peu importe le lieu, peu importe l'époque, peu importe la personne qui effectue le calcul,
Cette certitude le fascine. Mais à mesure que les années passent, un autre constat s'impose à lui. Dans de nombreux domaines, les savants ne sont pas d'accord. Les philosophes se contredisent, les théories s'opposent, les certitudes d'une époque deviennent parfois les erreurs de la suivante. Comment est-il possible que des hommes aussi instruits arrivent à des conclusions aussi différentes? Cette question commence à s'installer dans l'esprit du jeune étudiant, une question qui ne le quittera plus jamais. Après plusieurs années d'études, René quitte la Flèche avec une solide formation intellectuelle. Mais contrairement à beaucoup de ses camarades, il ne repart pas avec davantage de certitudes. Il repart avec davantage de questions. Chapitre 3. Le voyageur. En 1614, après plusieurs années passées au collège de la Flèche, René Descartes poursuit ses études à l'université de Poitiers. Il y étudie le droit et obtient sa licence en 1616. À seulement 20 ans, il possède déjà une solide éducation. Pourtant, quelque chose le dérange toujours. Les livres lui ont appris beaucoup de choses, mais ils ne lui ont pas appris le monde. René veut voir par lui-même, comprendre par lui-même. Alors il prend une décision qui surprend. Il quitte la France. À partir de ce moment, il entreprend de nombreux voyages à travers l'Europe. Son objectif n'était pas de trouver la gloire, ni de faire fortune. Il veut observer, découvrir d'autres cultures, d'autres peuples, d'autres façons de penser. En 1618, il rejoint l'armée du prince Maurice de Nassau, aux Provinces-Unies, l'actuel territoire des Pays-Bas. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, René n'est pas attiré par la guerre. Ce qui l'intéresse, ce sont les rencontres. Et c'est justement dans cette armée qu'il fait une rencontre déterminante. Un jeune scientifique nommé Isaac Beckman. Les deux hommes partagent une même passion pour les mathématiques et la science. Très rapidement, une grande amitié intellectuelle se développe entre eux. Beckman encourage René à utiliser les mathématiques pour expliquer le monde qui l'entoure. Une idée qui marquera profondément sa pensée. Mais René ne reste pas longtemps au même endroit. Il poursuit ses voyages, passe par plusieurs régions d'Europe, observe les peuples, écoute les savants, discute avec les soldats, et partout où il va, il remarque la même chose. Les hommes sont persuadés d'avoir raison. Les croyances changent d'un pays à l'autre, les coutumes changent, les certitudes changent. Ce qui paraît évident à certains semble absurde à d'autres. Alors une question commence à prendre de plus en plus de place dans son esprit. Existe-t-il une vérité capable de résister aux opinions, aux croyances et aux modes de son époque? René l'ignore encore. Mais la réponse qu'il cherche va peut-être lui être révélée d'une manière totalement inattendue. Nous sommes en novembre 1619, et dans quelques heures, une nuit étrange va changer sa vie pour toujours. Chapitre 4. Les trois rêves. Nous sommes le 10 novembre 1619. René Descartes a 23 ans. Depuis plusieurs années déjà, il voyage à travers l'Europe à la recherche de réponses. Mais ce soir-là, quelque chose d'inhabituel se produit. Alors qu'il séjourne en Allemagne, René s'installe dans une pièce chauffée par un poêle. À l'extérieur, l'hiver approche. La nuit tombe, et après une longue journée de réflexion, il finit par s'endormir. Ce qu'il ignore encore, c'est que cette nuit restera gravée dans sa mémoire pour le reste de sa vie. Au cours de son sommeil, René fait trois rêves. Trois rêves étranges, troublants, presque inquiétants. Dans le premier, il est emporté par un vent violent qui semble vouloir le faire tomber. Dans le second, un bruit soudain, semblable à un coup de tonnerre, le réveille en sursaut. Et dans le troisième, il découvre un dictionnaire ainsi qu'un recueil de poèmes. Des images mystérieuses dont le sens lui échappe encore. Lorsqu'il se réveille, René est profondément marqué. Pour beaucoup d'entre nous, ces rêves auraient sans doute été oubliés dès le lendemain matin. Mais pas pour lui. René est persuadé qu'ils ont une signification. Il croit y voir un message. Une invitation à consacrer sa vie à une mission particulière, chercher une méthode capable d'unifier les connaissances humaines. Une méthode qui permettrait de distinguer le vrai du faux avec la même certitude que les mathématiques. Aujourd'hui encore, les historiens débattent du sens exact de ces rêves. Était-il simplement le fruit de son imagination, une coïncidence, ou bien l'événement qui donne naissance à sa future philosophie? Une chose est certaine, à partir de cette nuit, René Descartes ne sera plus tout à fait le même. La quête qu'il habitait depuis des années vient de trouver une direction. Il ne veut plus seulement apprendre, il veut comprendre comment atteindre la vérité. Et pour cela, il est prêt à remettre en question tout ce qu'il croit savoir. Chapitre 5. L'homme qui doutait de tout. À
la suite de cette nuit étrange, René Descartes est convaincu d'avoir trouvé sa mission. Mais une question demeure. Comment atteindre la vérité ? Depuis des siècles, les hommes accumulent les connaissances. Les philosophes écrisent, les savants débattent, les théologiens interprètent et pourtant les désaccords persistent. Alors, René décide d'adopter une approche radicale. Au lieu d'accepter ce que les autres considèrent comme vrai, il va tout remettre en question, absolument tout. Cette méthode porte aujourd'hui un nom, le doute méthodique. Mais derrière cette expression complexe se cache une idée finalement assez simple. Pour trouver une vérité absolument certaine, il faut commencer par éliminer tout ce qui peut être faux. René commence alors son étrange expérience. Peut-il faire confiance à ses sens ? Après tout, nos yeux peuvent nous tromper. Un bâton plongé dans l'eau paraît courbé alors qu'il est parfaitement droit. Des objets lointains semblent minuscules alors qu'ils sont immenses. Nos sens commettent des erreurs. Peut-il alors faire confiance à ses souvenirs ? Pas forcément, les souvenirs se déforment avec le temps. Peut-il faire confiance à ce qu'il croit savoir ? Là encore, rien n'est moins sûr. Combien de certitudes du passé se sont révélées fausses ? Mais René va encore plus loin, bien plus loin. Une nuit, il se pose une question aussi simple que vertigineuse. Comment savoir que je ne suis pas en train de rêver ? Après tout, lorsque nous rêvons, tout nous paraît réel. Nous voyons, nous entendons, nous ressentons, et pourtant, à notre réveil, nous découvrons que rien de tout cela n'existait réellement. Alors, comment être certain que notre vie elle-même n'est pas un rêve ? Pour René, aucune certitude ne semble capable de résister au doute. Une à une, toutes ses convictions s'effondrent. Comme les pierres d'un édifice que l'on démonte soigneusement, bientôt, il ne reste plus rien. Plus aucune vérité, plus aucune certitude, du moins, c'est ce qu'il croit. Chapitre 6. Je pense, donc je suis. Pendant des années, René Descartes a remis en question chacune de ses certitudes, ses connaissances, ses souvenirs, ses sens et même la réalité qui l'entoure. À force de douter, il a l'impression que tout s'effondre, comme si rien ne pouvait être considéré comme vrai. Mais alors qu'il pousse son raisonnement à l'extrême, une évidence apparaît soudainement. Une évidence si simple qu'elle lui avait toujours échappé. René comprend qu'il peut douter de tout, de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, de ce qu'il croit savoir. Mais il existe une chose dont il ne peut pas douter. Le fait même qu'il doute. Car pour douter, il faut penser, et pour penser, il faut exister. À cet instant, René Descartes vient de découvrir ce qu'il considère comme une vérité absolument certaine. Une vérité capable de résister à tous les doutes. Il résume cette idée dans une phrase devenue célèbre à travers le monde. Cogito, ergo sum. En français, je pense, donc je suis. Pour René, cette phrase n'est pas simplement une formule philosophique, c'est le point de départ de tout le reste. La première pierre d'un nouvel édifice, une certitude sur laquelle il peut enfin construire sa pensée. Après des années passées à démolir ses convictions, il vient de trouver un sol suffisamment solide pour avancer. Et ce n'est que le début. Car désormais, René ne compte plus seulement comprendre le monde. Il veut aussi le décrire, l'expliquer, et parfois même le mesurer. Chapitre 7. Le mathématicien. Après avoir trouvé ce qu'il considère comme une certitude fondamentale, René Descartes poursuit ses travaux. Et contrairement à ce que beaucoup imaginent, il ne se limite pas à la philosophie. Depuis son enfance, les mathématiques occupent une place particulière dans son esprit. Il admire leur rigueur, leur logique, leur capacité à produire des résultats identiques, peu importe la personne qui effectue le calcul. Là où les opinions peuvent s'opposer, les mathématiques semblent offrir une forme de stabilité. René décide alors d'appliquer cette rigueur à sa manière de comprendre le monde. Au fil de ses recherches, il réalise une avancée qui marquera durablement l'histoire des sciences. Une idée si répandue aujourd'hui que nous l'utilisons sans même y penser. Cette idée consiste à associer les nombres à la géométrie. Grâce à elle, il devient possible de représenter des formes à l'aide d'équations. Cette innovation donnera naissance à ce que l'on appelle aujourd'hui la géométrie analytique. Et avec elle, un outil encore utilisé dans les écoles du monde entier. Le repère cartésien. Oui, ce fameux système composé d'un axe horizontal et d'un axe vertical que beaucoup d'entre nous ont déjà utilisé en cours de mathématiques. S'il porte le nom de cartésien, c'est justement en hommage à René Descartes. Ses travaux ouvrent alors de nouvelles perspectives. Les mathématiques, la physique
et de nombreuses sciences vont pouvoir s'appuyer sur des méthodes plus précises. Peu à peu, sa réputation grandit. Ses ouvrages circulent, ses idées se répandent, ses réflexions suscitent l'admiration de certains, mais également la méfiance d'autres. Car remettre en question les certitudes de son époque n'est jamais sans conséquence. Et bientôt René Descartes va découvrir que la célébrité possède elle aussi son prix. Chapitre 8. La renommée, les critiques et Francine. Au fil des années, René Descartes s'impose comme l'un des penseurs les plus influents de son époque. Installé principalement aux Provinces-Unies, l'actuel territoire des Pays-Bas, il bénéficie d'une liberté intellectuelle plus importante qu'en France. C'est là qu'il écrit une grande partie de ses œuvres. En 1637, il publie l'un de ses textes les plus célèbres, le Discours de la méthode. Dans cet ouvrage, René expose sa façon de réfléchir et d'aborder la recherche de la vérité. Ses idées se diffusent rapidement à travers l'Europe. Mais la notoriété apporte également son lot de difficultés. Quelques années plus tôt, le scientifique italien Galileo Galilei a été condamné par l'Église pour avoir défendu certaines théories astronomiques. Cet événement marque profondément Descartes. Il comprend que certaines idées peuvent être perçues comme dangereuses. Il devient alors plus prudent dans la publication de certains de ses travaux. Malgré cela, sa réputation continue de grandir. Les savants le consultent, les intellectuels débattent de ses idées, ses ouvrages circulent dans de nombreux pays, mais derrière le philosophe reconnu se cache aussi un homme. Un homme qui connaît les joies et les peines que beaucoup d'entre nous peuvent comprendre. Vers 1635, René devient père d'une petite fille prénommée Francine. L'enfant naît de sa relation avec Helena Jeanne van der Stroom, une jeune Hollandaise. À l'époque, René n'est pas marié. Pour éviter les scandales, il présente parfois Francine comme sa nièce. Mais derrière cette discrétion se cache une réalité bien différente. Les témoignages de l'époque montrent qu'il est profondément attaché à sa fille. Il suit son éducation, s'intéresse à son avenir et semble trouver auprès d'elle un bonheur rare. Malheureusement, ce bonheur ne dure pas. En 1640, alors qu'elle n'est âgée que de 5 ans, Francine tombe gravement malade. Peu de temps après, elle décède. Pour René Descartes, le choc est immense. L'homme qui a passé sa vie à chercher des vérités relationnelles se trouve confronté à une douleur qu'aucune logique ne peut réellement apaiser. La disparition de sa fille laisse une blessure profonde. Une blessure qui l'accompagnera jusqu'à la fin de sa vie. Pourtant, malgré cette épreuve, ses travaux continuent d'influencer l'Europe entière. Et bientôt, une invitation inattendue venue du nord du continent va bouleverser ces dernières années. Chapitre 9. La Reine du Nord. À la fin des années 1640, René Descartes est devenu l'un des penseurs les plus célèbres d'Europe. Ses ouvrages circulent dans de nombreux pays. Ses idées sont discutées dans les universités. Les savants s'intéressent à ses travaux. Mais malgré cette renommée, René continue de privilégier une vie relativement calme. Depuis plusieurs années déjà, il vit aux Provinces-Unies, où il apprécie la tranquillité nécessaire à ses recherches. Cependant, une invitation inattendue va bientôt bouleverser ses habitudes. Cette invitation vient de Suède, et plus précisément de sa souveraine, Christine de Suède. Jeune reine cultivée, passionnée de philosophie et de science, Christine souhaite apprendre auprès des plus grands esprits de son équipe. Or, à ses yeux, René Descartes en fait partie. Pendant plusieurs années, elle tente de le convaincre de rejoindre sa cour. René hésite. Quitter sa vie paisible pour s'installer à Stockholm ne l'enthousiasme guère. Mais face à l'insistance de la reine, il finit par accepter. En 1649, âgé de 53 ans, il entreprend le voyage vers la Suède. Le changement est considérable. Lui qui appréciait le confort de ses longues matinées de réflexion découvre un mode de vie bien différent. Christine souhaite recevoir ses leçons de philosophie avant le début de la journée, très tôt le matin, parfois dès 5 heures. Pour René, habitué depuis son enfance à travailler plus tard dans la journée, cette nouvelle routine est particulièrement éprouvante. À cela s'ajoute un autre problème, l'hiver suédois. Le froid est rude, les températures sont bien plus basses que celles auxquelles il est habitué. Chaque matin, il doit traverser Stockholm pour rejoindre le palais royal. Malgré la fatigue et les conditions difficiles, il poursuit ses enseignements. Mais peu à peu, son état de santé commence à se dégrader. L'homme qui avait survécu à une enfance fragile se retrouve une nouvelle fois confronté à la maladie. Et cette fois-ci, les conséquences vont être bien plus graves. Chapitre 10. Les derniers jours de René Descartes.
L'hiver suédois est particulièrement éprouvant. Chaque matin, avant même le lever du soleil, René Descartes quitte son logement pour rejoindre le palais royal. Le froid est intense, la fatigue s'accumule et son organisme déjà fragile depuis l'enfance peine à suivre ce nouveau rythme. Au début de l'année 1650, son état de santé se détériore rapidement. Il tombe malade, la fièvre apparaît, sa respiration devient difficile. Malgré les soins de l'époque, son état continue d'empirer. Le 11 février 1650, René Descartes s'éteint à Stockholm. Il a 53 ans. La cause officielle de sa mort est alors attribuée à une pneumonie. Une conclusion qui semble logique compte tenu des conditions dans lesquelles il vivait depuis plusieurs mois. Pendant longtemps, l'affaire paraît étendue. Mais des siècles plus tard, certains chercheurs vont s'interroger. Et si la mort de Descartes n'était pas uniquement due à la maladie ? Selon cette théorie, certaines de ses idées auraient pu déranger. Cependant, malgré les nombreuses discussions autour de cette hypothèse, aucune preuve définitive n'a jamais permis de confirmer cette version des faits. Aujourd'hui encore, la majorité des historiens considèrent que René Descartes est probablement mort des suites de sa maladie. Quoi qu'il en soit, l'homme qui avait considéré sa vie à la recherche de la vérité venait de tirer sa révérence. Loin de sa France natale, loin des lieux qu'il avait vu grandir, mais certainement pas loin de la postérité. Car si René Descartes venait de mourir, ses idées, elles, ne faisaient que de commencer leur voyage. Conclusion. Lorsque René Descartes s'éteint en 1650, il laisse derrière lui bien plus que des livres. Il laisse une manière de penser, une manière de regarder le monde, une manière de remettre en question ce qui semble évident. Car, au fond, toute sa vie a été guidée par une seule obsession. Trouver une vérité capable de résister au doute. Depuis l'enfant fragile que l'on croyait condamné jusqu'au philosophe admiré dans toute l'Europe, René n'a jamais cessé de chercher. Chercher à comprendre, chercher à apprendre, chercher à distinguer le vrai du faux. Et finalement, cette quête l'a conduit à l'une des phrases les plus célèbres de l'histoire. « Je pense, donc je suis ». Plus de 3 siècles après sa mort, son héritage est encore partout autour de nous. Dans la philosophie, dans les sciences, dans les mathématiques, mais surtout dans cette habitude que nous avons parfois de nous arrêter un instant pour nous poser une question. Et si les choses n'étaient pas exactement comme elles semblent être ? Car, après tout, n'est-ce pas ainsi que commence la connaissance ? En doutant. Et si tout ce que vous pensiez savoir était faux ? Peut-être est-ce précisément la question que René Descartes nous inviterait encore à nous poser aujourd'hui. Merci à vous d'avoir voyagé avec moi jusqu'ici. Vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant, en commentant et en partageant cette vidéo. Chaque geste compte et cela permet de faire vivre l'histoire. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage dans le temps. D'ici là, prenez soin de vous et continuez d'explorer l'histoire avec curiosité. 40 minutes de tournage, frère, mais qu'est-ce que c'est que ça? 40 minutes de tournage, mais frère, mais...